Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence à cette conférence de presse consacrée à la lutte contre les narcotrafics. Elle s'inscrit dans un contexte particulièrement lourd, après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure, doublé de la publication alarmante d'un rapport parlementaire du Sénat consacré au trafic de drogue. Les événements qui se sont produits à Incarville sont d'une gravité exceptionnelle, et la France entière a été profondément choquée par la brutalité et la sauvagerie de cette attaque. En premier lieu, je tiens à adresser mes condoléances aux familles des agents qui ont trouvé la mort. Fabrice Moello, père de 2 enfants, Arnaud Garcia qui laisse une épouse enceinte de 5 mois, et je tiens à apporter tout mon soutien aux agents grièvement blessés au cours de cette attaque. Quand des fonctionnaires sont tués dans l'exercice de leur mission, c'est toute la République française qui est en deuil. J'exprime donc ma solidarité à l'ensemble de l'administration pénitentiaire endeuillée et plus largement à nos forces de sécurité intérieure, engagées sur tout le territoire en ce moment même dans une indispensable traque visant à neutraliser les membres du commando qui a semé la mort. Au regard de l'aggravation sécuritaire en Nouvelle-Calédonie, je tiens par ailleurs à adresser mes condoléances aux familles des 2 gendarmes qui ont été abattus ces dernières heures, et mon soutien total aux forces de sécurité engagées sur place pour ramener l'ordre républicain en Nouvelle-Calédonie. De nombreuses questions entourent les conditions dans lesquelles le drame d'Incarville s'est déroulé. Le profil de l'individu dont l'attaque visée à l'évasion est éloquent, né en 1994, condamné à de multiples reprises, vol aggravé, extorsion, dont la dernière remonte à vendredi pour vol avec effraction, mis en examen pour tentative d'extorsion avec arme et tentative d'assassinat, meurtre en bande organisée, enlèvement et séquestration d'otages. L'enquête devra déterminer plusieurs interrogations soulevées par les faits, d'une extrême gravité, je le rappelle. Comment les assaillants ont-ils pu obtenir les informations nécessaires à l'organisation qui semble minutieuse de cette opération ? Comment un individu à la dangerosité aussi évidente et notoire, signalé pour une tentative d'évasion quelques jours auparavant, a pu ne pas être enregistré comme détenu particulièrement signalé et être escorté au simple niveau 3, semble-t-il insuffisant. Face à un ensauvagement désormais sans limite qui s'étend dans tout le pays, face à la montée en puissance des mafias de narcotrafiquants partout en France et en Europe, l'heure est au sursaut, à l'action et au rétablissement de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire de la République française. L'honnêteté m'oblige, avant toute chose, à reconnaître que le risque zéro n'existe pas, mais que la responsabilité nous oblige à un tournant sécuritaire, judiciaire et politique sans précédent dans notre histoire. Un rapport du Sénat publié cette semaine et consacré précisément à la lutte contre le trafic de stupéfiants qualifie le nouveau plan stup du gouvernement, je cite, de famélique, de lacunaire et d'extrêmement indigent. Au-delà des effets de communication dont le dispositif PlaceNet est l'exemple le plus médiatique, la lutte implacable contre les trafics doit enfin démarrer, avec toute l'intransigeance qu'elle nécessite et avec toute la puissance d'action dont l'État français devrait être capable. Jamais le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants en France n'a été aussi élevé, et nous assistons à l'émergence de véritables narcocités dans lesquelles des quartiers vivent quasi intégralement de l'économie souterraine. C'est ainsi que des magistrats marseillais, il y a quelques mois, ont qualifié la cité phocéenne de narcoville en proie à une guerre qui pourrait conduire, à terme, à remettre en cause l'état de droit et la stabilité républicaine. J'appelle les Français à bien mesurer la gravité de ces avertissements. Face à la flambée des violences, au record d'insécurité franchi en 2023, au réarmement des banlieues, nous savons désormais que l'ordre public est un bien précieux qui n'est plus acquis et que la société française peut à tout moment basculer dans une violence généralisée et incontrôlable. Le rapport décrit le narcotrafic non pas comme une criminalité comme les autres, mais comme une menace existentielle pour les institutions, pour la démocratie au sein d'un pays, la France, désormais à un point de bascule. Nous assistons à la militarisation des narcotrafiquants. Les bandes deviennent des gangs, et les gangs sont en train de devenir de véritables armées. Ces mafias criminelles disposent désormais d'armes lourdes, de type armes de guerre, d'une main-d'œuvre disponible et aisément remplaçable, ainsi que de moyens financiers leur permettant des tentatives de corruption
des administrations publiques et, nous le savons, d'élus locaux. Selon un rapport d'Europol publié en avril dernier, 60% des réseaux criminels opérant dans l'Union européenne utilisent des méthodes de corruption pour atteindre leurs objectifs illicites. Les tueries de Marseille, je le rappelle, 49 morts en 2023, plus récemment de Sevran, de Dijon, de Nîmes, démontrent l'extension du trafic sur l'ensemble du territoire et la sud-américanisation de la France, cette violence étant autrefois l'apanage de l'Amérique du Sud. Ce constat d'un basculement de la France doit être pris au sérieux et conduire à une riposte globale prenant en compte toutes les dimensions de la menace. Dans le cas très spécifique de cette attaque de fourgon se pose la question d'abord du transfert des détenus, de l'évaluation de la dangerosité des détenus transférés qui ici semble avoir été sous-estimée, de l'équipement sous-dimensionné des agents en charge de ces transferts à qui l'on demande de faire face à des armes de guerre avec des armes de poing. Se pose bien entendu la question de la sécurité dans la sphère carcérale même qui, selon Isabelle Faure, procureure adjointe de la République, citée dans le rapport sénatorial que j'évoquais, ne met plus fin aux activités des têtes de réseau et ne joue plus son rôle de mise à l'écart. La sécurité dans les prisons est aussi désormais une question de sécurité nationale. Nous prenons donc la lutte contre la circulation et l'utilisation des téléphones portables en prison réputée massive. La généralisation dans le milieu carcéral doit être accélérée et fonctionnelle. Les fouilles systématiques au parloir doivent être sanctuarisées et rendues possibles, même si elles contreviennent aux jurisprudences européennes. La politique de déploiement de téléphones fixes dans les cellules, mis en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron, est une aberration. Les moyens du renseignement interne aux prisons, en effectifs mais également en compétences linguistiques, le rendant incapable de surveiller sérieusement les conversations téléphoniques. Il faut inciter au recours, lorsque cela est possible, à la visioconférence, au déplacement de magistrats en prison pour audition ou comparution, mesure attendue par le personnel pénitentiaire et évoquée notamment sur les plans de blocage par les agents lassés de prendre tous les risques pour des extractions à l'intérêt parfois contestable. Les trafiquants de drogue doivent être incarcérés dans des quartiers sécurisés, leur interdisant matériellement la gestion depuis la prison de leurs affaires criminelles. Je demande au gouvernement de renoncer à son intention de réduire les sanctions pour le trafic de drogue en prison, évoqué récemment dans les colonnes du Figaro, à se conformer à sa promesse d'augmenter le nombre de places de prison et à procéder au recrutement dans l'urgence d'agents pénitentiaires. Ce drame appelle évidemment des actes forts permettant une riposte globale face aux narcotrafiquants. Il faut opérer un tournant pénal permettant de rétablir partout l'autorité de l'État et de mettre fin à un laxisme qui empoisonne la société française. Les parcours délinquants doivent être sanctionnés dès la première incartade, y compris chez les mineurs. Ce type d'individu aguerri à la dangerosité extrême n'apparaît pas subitement. Il est le résultat d'un parcours délinquant et criminel qui n'a pas trouvé face à lui une réponse à la hauteur. Songez qu'en 2020, Mohamed Amra avait été condamné pour rodéo motorisé. Il ne s'agit pas d'un profil exceptionnel d'individu en marge de la société, mais d'un délinquant, hélas, classique, dont le parcours criminel est monté en gamme crescendo. Il était mis en cause entre l'âge de 11 et 14 ans pour 19 faits, dont des violences et des cambriolages, systématiquement classés sans suite. Il est fort à parier que c'est précisément cette absence de réponse pénale qui a été le terreau de son basculement dans le grand banditisme. Pourquoi se priver lorsqu'on trouve en face de soi un État faible et permissif jusqu'à l'absurde ? Un tour de vis pénal est nécessaire pour casser la spirale de l'ensauvagement. Il convient de supprimer les remises automatiques de peine, d'établir des peines minimales, de rétablir des peines planchées, de délivrer une mesure privative de liberté pour toute atteinte à l'intégrité physique, de mettre fin à l'automaticité de l'excuse de minorité et bien sûr d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Abattre froidement des agents pénitentiaires est la conséquence directe de la banalisation des violences visant les représentants de l'État et les sanctions insuffisantes qui en découlent. Je rappelle que 15 000 policiers ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions en 2023. Le laxisme judiciaire vis-à-vis des mineurs délinquants est la matrice de la criminalité en bande organisée de demain. J'évoquerai ces mesures cet après-midi à Matignon avec le Premier ministre dans le cadre de ces consultations. À l'heure où certains continuent de fermer les yeux sur la corrélation entre le désordre migratoire et la criminalité en France, nous considérons, nous, qu'il faut en casser la mécanique. La carte du narcotrafic en France recoupe la carte de l'immigration. Les bandes criminelles recrutent massivement parmi les mineurs étrangers isolés, petits soldats jetables du trafic de drogue dans les grandes villes
pour citer le journal Le Monde, et les chefs de gang ont généralement des profils similaires. Ils sont en grande partie issus de l'immigration. C'est un fait qu'il nous faut regarder en face, sans déni, sans angélisme. L'État doit s'attaquer plus fermement aux avoirs criminels et aux trains de vie suspects. C'est là le point sensible des trafiquants, celui de l'argent. Le trafic de drogue ferait vivre, d'après les estimations, plus de 200 000 personnes en France pour un chiffre d'affaires estimé entre 3 milliards et 6 milliards d'euros annuels, faisant par cette occasion émerger une véritable contre-société vivant selon ses propres règles. La saisie des avoirs criminels représentant bon an mal an 100 millions d'euros par an est une goutte d'eau dans la masse considérable de revenus que génèrent les trafics. Plutôt que des photogéniques mais inefficaces opérations place nette qui consistent à taper devant les caméras dans une fourmilière qui se reconstitue le jour même quelques mètres plus loin, tapons le haut du spectre comme le recommande le rapport sénatorial, en gelant les avoirs dès la mise en examen, en ciblant les trains de vie suspects et en utilisant l'ensemble des moyens technologiques désormais à notre disposition afin de les détecter. À l'heure où le fisc peut identifier des piscines non déclarées des contribuables français à l'aide de drones, nous disposons sans doute ici de tous les moyens nécessaires pour agir face au trafic de drogue. Ces mêmes moyens doivent aussi conduire au désarmement massif des banlieues, en investissant par les forces de sécurité tous les lieux susceptibles d'être des caches d'armes. Pour prendre la mesure de la lutte contre le trafic au niveau judiciaire et policier, il faut créer un parquet national anti-criminalité organisé. L'annonce récente par le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, anticipant le rapport sénatorial d'un parquet national anti-criminalité organisé, va donc dans le bon sens, de même que la proposition des sénateurs de faire de l'Office anti-stupéfiants une véritable DEA à la française. Toute politique de lutte contre les narcotrafiquants doit enfin avoir pour préalable la protection et la reprise en main de nos frontières, qui sont aujourd'hui poreuses au trafic d'armes, au trafic de drogue et bien sûr au trafic d'êtres humains. Les ports français et européens doivent être mieux contrôlés, ce qui exige le recrutement de douaniers et une meilleure coordination européenne des douanes. Nous refusons à cette occasion absolument l'élargissement de l'Union européenne à la Turquie ou aux Balkans, dont certains pays sont de véritables narco-États documentés qui seraient ici une aubaine pour les gangs en France. Nous devons par ailleurs procéder à l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, à la déchéance de nationalité pour les criminels binationaux. Les Français n'ont pas à subir une délinquance et une criminalité qui, strictement, n'ont rien à faire sur notre sol. Pour compléter l'arsenal que je viens de décrire, il faut, par ailleurs, renforcer les moyens de la justice. Le manque de moyens affaiblit la réponse de l'État. Je prends par exemple, issu du rapport sénatorial, le tribunal judiciaire de Valence, où, faute d'effectifs, des violences assimilables à des actes de barbarie sont traités en comparution immédiate. Les hausses d'effectifs et de moyens annoncées par le gouvernement restent inférieures à la progression des trafics et du nombre des affaires à traiter au quotidien. Enfin, mesdames, messieurs, la lutte contre les narcotrafics ne peut pas faire l'impasse sur la consommation. Contrairement aux propos que j'estime scandaleux tenus par les responsables de la France insoumise qui appellent à la dépénalisation des drogues dures, j'ai encore entendu hier matin M. Quatennens sur les ondes de Sud Radio, nous sommes, nous, sans surprise, résolument opposés à la dépénalisation, qu'elle concerne les drogues dures ou les drogues douces. Dépénalisation serait un signal de laxisme et d'irresponsabilité à l'égard de la jeunesse notamment. À l'heure où le trafic de drogue fait couler le sang en France, il faut au contraire poursuivre dans la répression de la consommation et le faire sans état d'âme. Muscler la réponse pénale et sécuritaire de l'État, contrôler plus drastiquement les points d'entrée identifiés de la drogue sur notre territoire, réprimer sévèrement la consommation, désarmer les banlieues, investir chaque cage d'escalier des cités, renforcer les moyens de la justice et durcir la réponse pénale. La riposte que nous entendons mener est globale et permettra demain de mettre à genoux les narcotrafiquants. Elle s'accompagne nécessairement d'un changement d'état d'esprit face au narcotrafic et plus largement face à la délinquance et à la criminalité en France. À l'inverse du ministre de la Justice qui a, semble-t-il, rappelé à l'ordre les magistrats marseillais ayant exprimé leurs vives inquiétudes, nous sommes pour la lucidité et la liberté d'expression des lanceurs d'alerte. Comme le disait si justement Charles Péguy, il faut toujours dire ce que l'on voit. Il faut toujours, et ce qui est plus difficile sans doute, voir ce que l'on voit. Le pas de vague appliqué au trafic a les mêmes conséquences délétères que celui de l'islamisme appliqué à l'école. Nous serons à cet égard impitoyables.
parce que nous osons voir le mal en face et le regarder avec les yeux grands ouverts. Il en va de la sécurité de tous et de l'ordre public en France. Je vous remercie et je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Oui. Bonjour, vous avez dû entendre les revendications des agents pénitentiaires hier, notamment sur le drame d'Interville, qui demandent de connaître votre position et celle de l'Assemblée nationale, notamment sur, première chose, sur la visioconférence pour les détenus, deuxièmement, sur le port d'armement de Kaboul, troisièmement, sur l'anonymisation des agents pénitentiaires. J'aurais dû vous citer le directeur de la prison de Fresnes hier, Jimmy Delis, qui disait plus on va se blinder, par exemple, ce véhicule, plus la réponse en face sera forte, notamment au bazooka. Si vous craignez qu'il puisse avoir cette réponse en face, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure ? Alors sur la visioconférence, je l'ai dit, nous y sommes évidemment favorables dans la mesure, bien sûr, du possible. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs années maintenant que le personnel pénitentiaire émet l'inquiétude de la multiplication des transferts pour des raisons administratives qui bien souvent sont en tout cas dispensables sur la forme et pourraient être effectuées en visioconférence. Je pense que cette course à l'armement est déjà en réalité engagée par les narcotrafiquants, qu'il y a probablement des milliers d'armes de guerre qui pullulent aujourd'hui dans les caves de nos cités et de nos banlieues. Il est très difficile d'en estimer le nombre. Je crois qu'il y a quelques années, l'AFP s'est osé à indiquer le nombre de 15 000 armes de guerre en circulation dans les caves de nos cités. C'était il y a quelques années. Et donc il faut évidemment engager le désarmement de nos banlieues avec des moyens lourds, que ce soit sur le plan policier, sur le plan administratif ou sur le plan judiciaire. Quant aux demandes d'anonymisation du personnel pénitentiaire, je pense qu'il y a effectivement des efforts à faire dans ce domaine et nous sommes favorables à ce que chacune des demandes puisse être regardée de près, traitée. Et je déplore un peu que le personnel pénitentiaire soit un peu les grands oubliés de nos forces de sécurité intérieure. On parle à juste titre dans l'actualité depuis maintenant plusieurs années des revendications de nos policiers, de nos gendarmes, de nos forces armées. Nous en avons fait l'écho à plusieurs reprises. Mais le personnel pénitentiaire est aujourd'hui dans une grande souffrance. Ils font un travail admirable dans des conditions déplorables face à une population carcérale toujours plus dangereuse. Nous avons eu l'occasion de souligner depuis maintenant plusieurs années à quel point la prison était notamment devenue un incubateur de la radicalisation. Et je pense que les profils les plus dangereux, que ce soit les individus radicalisés ou les gros trafiquants de drogue, doivent être isolés et que les conditions de cet isolement doivent maintenant être engagées dans nos établissements pénitentiaires. Un certain nombre de nos parlementaires se sont rendus sur les points de blocage et nous allons évidemment continuer de le faire dans les prochains jours. En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a déclenché plusieurs mesures, notamment l'état d'urgence. Est-ce que ça suffit selon vous? Qu'est-ce que vous préconisez de plus? Est-ce qu'il faut, selon vous, revenir sur ce dégel du corps électoral? Bon, d'abord, moi je salue le déclenchement de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie parce que nous le réclamions. La situation de violence sur l'île est absolument inadmissible. Et précisément, ceux qui se livrent à des actes de rébellion et de violence contre les institutions et contre les forces de l'ordre doivent évidemment trouver en face d'eux une réponse pénale qui soit évidemment implacable. Les incidents très graves qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie ne font plaisir à personne, évidemment. Je tiens pour responsable le gouvernement d'avoir engagé un calendrier et une méthode qui n'était pas la bonne. Marine Le Pen avait alerté il y a de cela un mois par téléphone, de manière directe, le ministre de l'Intérieur, en indiquant que nous étions, nous, des défenseurs de la Calédonie française, que nous étions, nous, favorables au dégel du corps électoral, mais que ce calendrier, cette méthode n'était pas la bonne. Et que cette réforme dont on pouvait envisager qu'elle susciterait des tensions à quelques mois des Jeux Olympiques, et alors que les forces de l'ordre font face à un épuisement physique et à un enchaînement des manifestations publiques partout en France,
était un risque et était de ce point de vue irresponsable. Nous souhaitons donner du temps au temps, je l'ai dit, nous sommes favorables à ce dégel, mais dans le cadre d'un accord plus global qui offrirait aussi à une population qui représente 40% de l'île la perspective de vivre aux côtés des loyalistes et de le faire dans le calme et l'apaisement. Et par conséquent, dans cet accord global que nous prenons, qui comprend notamment le dégel progressif du corps électoral, nous souhaitions également envisager des perspectives institutionnelles et économiques et l'organisation d'une nouvelle consultation d'ici à 40 ans. Encore une fois, je l'ai dit, nous avons toujours et nous sommes des défenseurs de la Calédonie française, mais nous faisons de la politique sur des réalités. Voilà. Et je pense que le désordre, le chaos et la guerre civile ne sont pas des perspectives souhaitables pour la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que le calendrier et la méthode qui ont été choisis par le gouvernement n'étaient pas la bonne. Je vous dis ça d'autant que n'avons-nous rien à gagner sur le plan électoral. Hein. Nous n'avons pas d'élus aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, mais que tout cela a été fait dans la précipitation et que la précipitation dans laquelle le gouvernement a mis en œuvre cette réforme ne pouvait qu'aboutir à cette situation. Maintenant, je le dis, au-delà des revendications des deux partis, dont il faut discuter autour d'une table, le désordre que nous subissons et les violences qui sont commises contre les forces de sécurité intérieure sont absolument inadmissibles et nous souhaitons, nous, que l'ordre puisse revenir le plus vite possible en Nouvelle-Calédonie. J'ai une question sur l'aspect justice des mineurs. Vous avez parlé de vos propositions qui, pour certaines, rejoignent celles qui ont été annoncées par le Premier ministre. Vous allez le voir cet après-midi. Dans quel état d'esprit, dans quelle optique vous abordez cet entretien? Est-ce que vous diriez que certaines de ces mesures vont dans le bon sens, dans le sens que vous souhaitez? Et puis on est à une semaine de votre débat qui va vous opposer au Premier ministre. Est-ce que vous allez là aussi mettre en avant cette partie-là de vos désaccords? Bon, d'abord, je ne compte pas faire le débat avant le débat. Et j'aurai l'occasion de confronter le projet que nous portons pour le pays et dans le cadre plus spécifiquement de ces élections européennes face au bilan de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron. Parce que je pense qu'on part d'un désaccord si on considère que ce débat est un débat projet contre projet. C'est un débat projet contre bilan. Et Gabriel Attal devra répondre aussi du bilan du président de la République sur le plan français comme européen, qui est le sien depuis maintenant 7 ans. Je me réjouis de cette confrontation démocratique. Et cet après-midi, plus spécifiquement, j'aurai l'occasion de présenter ces 3 grandes mesures sur lesquelles nous avons souhaité insister ces derniers jours dans le débat sur les violences commises par les mineurs. D'abord, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans et la fin de l'excuse de minorité. Le gouvernement ne le propose pas. La généralisation des centres éducatifs fermés, avec un changement de philosophie sur la délinquance des mineurs qui s'inspire du modèle des pays d'Europe du Nord et notamment du modèle hollandais qui vise à la mise en œuvre, y compris pour les mineurs, de peines courtes, immédiates, dès le plus jeune âge pour casser la spirale de la récidive dans laquelle nous sommes plus spécifiquement engagés en France. Et enfin, cette 3e mesure qui est la responsabilisation des parents. Je ne crois pas qu'on responsabilisera les parents par des stages de citoyenneté. Moi, je souhaite taper au portefeuille. Et je défendrai, plus spécifiquement cet après-midi, mais comme nous le faisons depuis maintenant ces derniers jours, la suspension des allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes lorsqu'il y a une carence éducative manifeste. Et évidemment, je crois qu'il n'y a aucune raison que nos concitoyens payent, et que ceux qui travaillent payent pour des gens qui sont totalement déresponsabilisés et dont les méfaits commis par leurs enfants coûtent très cher à la société. Donc, c'est un changement d'état d'esprit que je prône. Je ne crois absolument pas, et je crois d'ailleurs comme beaucoup de Français, à un hypothétique tournant sécuritaire du gouvernement qui accuse en 2023 tous les records de délinquance et d'insécurité dans notre pays. Voilà, le bilan des tristes drames que nous voyons se dérouler chaque jour dans l'actualité ne sont plus des faits divers, mais qui sont devenus des faits de société. Et le bilan et la responsabilité directe de la politique qui est conduite par le gouvernement depuis 7 ans. Bonjour. Sur la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même un changement de pied sur le référendum que vous envisagez, une nouvelle consultation
Ouais, mais encore une fois, moi je me résous pas à ce que l'île vive dans le désordre, dans le chaos et dans la guerre civile. Donc à un moment donné, oui, il faut faire de la politique sur des réalités. Nous, on a toujours défendu, on continuera de défendre la Nouvelle-Calédonie dans la France et dans la République française. Maintenant, il y a des réalités nouvelles. Voilà. Et il y a un durcissement, notamment de la jeunesse, sur laquelle manifestement les anciens n'ont plus autorité et qui a des revendications. Voilà. Aujourd'hui, que personne ne peut ignorer. Et partant de ce constat, je crois que si on veut développer des perspectives en Nouvelle-Calédonie, d'abord sur le plan économique, parce que l'État n'investira pas en Nouvelle-Calédonie si on sait que la tentation de l'indépendance est devant nous, est au pied du mur. Donc je pense qu'il faut laisser du temps au temps, et je pense que les revendications de part et d'autre ne peuvent pas être balayées d'un revers de la main. Donc voilà, moi je revendique encore une fois du pragmatisme sur ce dossier. Et précisément, je pense que le dégel n'est pas une fin politique en soi. Voilà, ça doit être l'un des éléments d'un accord beaucoup plus large qui intégrerait aussi des perspectives institutionnelles et bien sûr, économiques. Vous parliez tout à l'heure de 15 000 armes en Pardon, je ne voyais pas. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de 15 000 armes en Ile-de-France. En Nouvelle-Calédonie, il est estimé à 70 000 armes Ouais. pour 270 000 habitants. On voit un mouvement insurrectionnel particulièrement millimétré, particulièrement ingérable aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que dans un premier temps, on peut dire que finalement ça a été un territoire oublié de la République, et dans un second temps, est-ce qu'on peut parler d'une défaillance de la part des renseignements généraux sur place, qui sont pourtant bien implantés, notamment après les référendums qui ont été houleux ces dernières années? D'abord, je ne mettrai pas en cause les services de l'État. Ce que je note et ce que je constate, c'est que l'outre-mer en général est un territoire oublié de la République. Voilà. Et que probablement, depuis Jacques Chirac, aucun chef de l'État et aucun président de la République ne s'est intéressé à l'outre-mer. C'est vrai dans le Pacifique, mais c'est aussi vrai à Mayotte, où Marine Le Pen s'est rendue récemment. J'y étais moi-même allé l'an dernier, qui est livré à un chaos migratoire et sécuritaire sans précédent. Et évidemment, aux Antilles, où on sait que l'État n'honore pas ses missions et que un tiers de la population aux Antilles est soumise régulièrement à des coupes d'eau potable dans ses habitations, et y compris d'ailleurs dans les écoles. Ce que je note également, c'est que la zone Pacifique est aussi en proie à une guerre économique et sans doute à des guerres d'ingérence. Voilà. Et on ne peut pas faire comme si les grandes puissances qui contestent aujourd'hui des intérêts français, c'est vrai pour la Russie, c'est vrai pour la Chine, mais c'est aussi vrai pour la Turquie et l'Azerbaïdjan, multiplient les opérations d'ingérence pour tenter de déstabiliser l'État et de déstabiliser le gouvernement français. Et par conséquent, de accélérer les désordres, en tout cas de stimuler le désordre dans un certain nombre d'endroits, et c'est d'autant plus vrai dans le Pacifique. Donc voilà, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que le déclenchement de l'état d'urgence. Je pense qu'il faut profiter des opportunités juridiques qu'offre l'état d'urgence pour aller chercher ces armes, pour désengager, pour désarmer en tout cas la Nouvelle-Calédonie. Mais la réalité de la France d'Emmanuel Macron, et je le déplore, c'est qu'il n'y a plus un seul territoire aujourd'hui qui est protégé de la violence et où l'ordre public est une garantie et un bien public immuable. Voilà. Et ça, c'est aussi le bilan de 7 ans d'Emmanuel Macron. Sur la Nouvelle-Calédonie, plusieurs députés d'extrême gauche, notamment Audrey Chassaigne ou Antoine Léaumont, parlent de colonisation, utilisent ces mots. Oui, ils sont partout. De remplacement Partout, on peut semer des désordres. De toute manière, la France, pardon. Ils parlent presque de grand remplacement en fait, à les écouter. Est-ce que vous leur reprochez de ne pas tenir ce même discours en métropole que vous pouvez tenir à d'autres égards, parce que c'est une autre forme de remplacement, mais si vous n'utilisez pas ce terme, est-ce que vous leur dites tenez le même discours ici en métropole? Non, mais je note surtout que partout la France insoumise prend le parti du chaos. Voilà. Donc la France insoumise est aujourd'hui le parti du désordre, et à chaque fois qu'ils le peuvent, les parlementaires de la France insoumise incitent à la rébellion, à l'insurrection et au chaos. Voilà. Je trouve que c'est indigne, et je pense que ce mouvement politique est aujourd'hui une menace pour l'ordre public en France
et pour la stabilité de nos institutions. Monsieur. Qui est un petit peu sur le profil criminel de détenu qui a échappé de l'attaque de fourgon, avant faire un lien entre l'immigration et le narcotrafic ou les délinquances. Sauf selon l'information confirmée par l'Interpol, l'homme détenu en question ici, il est né en France avec la nationalité française. La question, c'est quoi le rapport avec l'immigration? Est-ce que vous avez un chiffre statistique qui fait les liens entre l'immigration et la délinquance? J'en ai pas un, j'en ai 150. Et je pourrais vous étayer tous les chiffres très officiels qui sont diffusés sur les antennes de vos confrères sur le lien entre la délinquance et l'immigration. Mais je pense que d'aller expliquer aujourd'hui aux Français qu'il n'y a pas de lien entre la criminalité, la délinquance et l'immigration, je pense que les Français vous rayonnez très, très, très honnêtement. Donc je ne vais pas m'étaler sur les chiffres, mais il y en a beaucoup. Et ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et on sait d'ailleurs que dans les grandes villes, une grande partie de la délinquance de rue est liée aux mineurs étrangers non accompagnés. On sait que dans les transports en commun d'Île-de-France, par exemple, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles, d'après le ministère de l'Intérieur, sont le fait d'étrangers. On sait qu'il y a dans nos prisons aujourd'hui, non plus 20%, comme c'était le cas il y a 5 ans, mais 25% de détenus étrangers. Et j'y vois là, moi, l'opportunité de faire de la place dans les prisons françaises. Donc il y a évidemment un lien entre ces deux variables, et il y a surtout un lien entre l'arrivée de la drogue en France et l'absence de contrôle ferme, déterminé aux frontières de l'Union européenne et aux frontières françaises. Et je crois que la lutte contre la drogue devra se faire aussi de manière diplomatique à l'égard de pays du Maghreb et notamment du Maroc, avec une coopération renforcée entre les polices, parce qu'on sait que, encore une fois, la drogue ne pousse pas dans les prairies normandes. On prendra encore une ou deux questions. Monsieur Guillaume. 3 questions très rapides. Vous évoquez longuement la commission d'enquête sénatoriale, qui est visiblement la lutte contre le trafic est une priorité de votre parti. Pourquoi aucun de vos 4 sénateurs n'a participé à cette commission d'enquête que vous en avez la possibilité? Deuxième chose, il a beaucoup été question de la corruption d'agents publics, d'inquiétude sur la montée de ce phénomène. Est-ce que vous êtes favorable à des peines plus lourdes, à un rallongement de la prescription concernant la corruption notamment de policiers qui peuvent fournir des indications aux trafiquants? Et dernier phénomène dont vous n'avez pas parlé, la plupart de ces trafiquants de drogue sont généralement réfugiés à Dubaï. Est-ce que les Émirats arabes unis ne coopèrent pas du tout avec la justice française pour lutter contre ces trafiquants réfugiés à Dubaï? Vous êtes partisan plutôt d'un rapprochement diplomatique avec les Émirats qui ont par bien l'argent qui a financé votre parti en 2019. C'est-à-dire que en 2019, vous avez reçu un prêt dont l'argent venait des Émirats arabes unis? Pas du tout. Le prêt de M. Couchet? Pas du tout. Ah bon? En 2019? Ouais. Pas du tout. C'est en quelle année-là? Vous avez bien informé que moi sur les finances du Rassin, mais j'étais candidat en 2019, je n'ai pas été financé par un prêt. Non, pas vous personnellement, une partie. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est un prêt personnel, je parle du parti Rassemblement National. Oui. Mais qui était un Français qui habitait aux Émirats. Oui, exactement. Oui. Ouais. Donc est-ce que tout ça jouera, si vous arrivez au pouvoir en 2027, dans la relation que vous voulez établir avec les Émirats arabes unis? Oui. Ce sera conditionné à une meilleure coopération judiciaire. Bon, d'abord, sur la commission d'enquête au Sénat, je n'ai pas l'information, donc il faudra que vous vous rapprochiez de nos sénateurs pour avoir cette information sur le durcissement des peines à l'égard de la corruption. Vous parlez des agents publics, des policiers, mais c'est aussi vrai d'ailleurs avec les élus locaux. Et donc, nous, on est évidemment favorable à un renforcement des peines et encore une fois, à ce que les peines soient suffisamment dissuasives pour que les agents qui représentent l'État ne soient pas tentés de se compromettre. Il y a déjà des peines qui existent, on peut envisager un renforcement et on pourrait d'ailleurs envisager qu'un corps de magistrats rattaché à la Cour des comptes puisse spécifiquement se charger de la corruption du trafic de drogue dans les banlieues notamment, parce qu'on sait que beaucoup d'élus locaux, beaucoup étant évidemment très subjectifs, mais ferment les yeux, achètent la paix sociale pour négocier des voix, notamment lors des élections municipales. D'ailleurs, on sait que les réserves, comment s'appelle la réserve parlementaire, qui a été supprimée, était utilisée
On se souvient de Jean-Christophe Lagarde à Drancy pour financer des associations qui n'existaient pas. Et je me souviens d'une association qui était tenue par Madame Benacouche, qui était la compagne de l'un des membres du gang des barbares. Et cette association qui n'existait pas était financée par la réserve parlementaire de Jean-Christophe Lagarde. Donc oui au renforcement au durcissement des peines pour les affaires de corruption. Et ensuite sur Dubaï, c'est vrai avec Dubaï, mais c'est vrai avec tous les États d'ailleurs. Il faut éviter. Il y a un volet. Oui, mais je ne me sens pas tenu parce que l'une des personnes qui avait fait un prêt au Rassemblement national il y a 10 ans, sa banque était située à Dubaï. Je ne me sens pas tenu d'un renvoi d'ascenseur quelconque à l'égard du gouvernement. Mais un partenaire diplomatique. Oui, et je pense qu'il doit y avoir dans la balance ce type de combat d'ailleurs. Mais ce que j'évoquais avec le Maroc est aussi vrai que les Émirats arabes unis. On sait qu'une grande partie de la drogue, par exemple, ou que les grandes têtes de réseau, qui sont soit réfugiés au Maroc ou à Dubaï, circulent librement entre les deux États. Et donc évidemment que dans le cadre d'accords de coopération, il faut pouvoir renforcer les coopérations policières. Il y a des leviers diplomatiques, les visas, les transferts de fonds privés, l'aide au co-développement avec certains États africains. Et je pense que la lutte contre la drogue, comme la lutte contre les trafics d'êtres humains et l'immigration clandestine, doit faire partie de ces leviers d'action. Mais je n'ai pas d'indulgence particulière pour vous rassurer avec un État au motif que l'un des types qui nous a fait un prêt il y a 10 ans avait une banque qui était située dans l'un de ces États. Si c'est ça votre inquiétude. Bonjour. Je vais vous faire réagir à ce sondage pour l'école des analyses de Sciences Po, un sondage IFOP ce matin, paru dans La Croix. Les jeunes semblent être plus mobilisés qu'il y a 5 ans pour les élections européennes, et ça semble profiter à votre parti, justement, qui est en tête à 32%, la France Insoumise à 17%. Comment vous expliquez, vous, ce succès, et particulièrement dans votre programme? Qu'est-ce qui explique que les jeunes se tournent vers vous pour ces élections européennes, notamment les primo-votants, 18-19 ans, qui vont voter pour la première fois? Parce qu'on défend la France et que probablement on incite beaucoup de jeunes à avoir le réflexe patriote. Voilà, je pense que nous incarnons aujourd'hui une force de rupture qui prend en compte des préoccupations très concrètes des jeunes aujourd'hui, à commencer par l'insécurité, voilà, qui touche aujourd'hui tous les jeunes Français et notamment toutes les jeunes Françaises qui ne peuvent plus sortir dans l'espace public et dans les rues du pays sans se faire interpeller, sans se faire parfois injurier et parfois agresser. Je pense que l'insécurité et la défense de certaines valeurs motivent sans doute beaucoup de jeunes à se tourner vers le Rassemblement national, et je me réjouis que nous participions à politiser aussi une partie de la jeunesse au travers de plateformes nouvelles évidemment comme les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes très, très actifs. Et je note que le Rassemblement national enregistre dans ces élections européennes, en tout cas dans les études qualitatives et dans les intentions de vote, une percée dans des catégories de la population où le vote RN était un vote peut-être moins présent, moins prégnant. C'est vrai chez les jeunes, c'est vrai chez les personnes âgées, chez les retraités, inquiètes de la politique du gouvernement, mais c'est aussi vrai chez les CSP+, chez les électeurs de droite. Et comme je l'ai dit, l'union fait la France. Voilà. Et moi, je souhaite aussi aller chercher des gens qui, de bonne foi, se sont peut-être pendant longtemps tenus à l'écart du Rassemblement national. Certains vous décrivent comme un influenceur politique. J'espère être un peu plus qu'un influenceur. Ce serait un peu léger au regard de ce à quoi j'aspire et de ce à quoi nous aspirons, mais je pense qu'on participe peut-être à rendre la politique accessible pour des catégories de la population qui peut-être ne se sentent plus représentées ou n'ont plus confiance dans les responsables politiques dits traditionnels. Oui. Les événements nationaux n'ont pris part sur la campagne européenne. Est-ce que dans ce cadre, il faut encourager Marine Le Pen à débattre avec le président sur ces sujets nationaux? Il y a eu différentes versions. Alors, merci de me permettre de clarifier. Marine Le Pen a indiqué il y a quelques jours, à la suite de la proposition de débat de Gabriel Attal, qu'elle était disposée à débattre dans le cadre de ces élections européennes avec le président de la République. Bon. Il reste aujourd'hui 3-4 semaines avant les élections européennes, et c'est un secret pour personne que la confrontation démocratique de ces élections européennes sera le face-à-face qui va m'opposer au Premier ministre jeudi prochain sur France 2. Par conséquent, Marine Le Pen a indiqué qu'elle était
au-delà de cette date limite, disposée à débattre avec le chef de l'État, mais pas uniquement des sujets européens, et évidemment des 3 années qui restent aussi sur le plan national, étant entendu que ce débat devrait intégrer l'action de la sécurité, du pouvoir d'achat, de la santé, des services publics, etc. etc. Marine Le Pen a posé une condition à ce débat avant les élections européennes, s'il devait y avoir une invitation officielle de l'Élysée, c'est que ça ne soit pas un débat juste pour abuser la galerie. Et que si le président de la République décide d'engager sa responsabilité dans la campagne, c'est qu'évidemment, si nous arrivons devant la liste de Madame Hayet, c'est que le président de la République en tire les conséquences. Et engage par exemple la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc s'il engage sa responsabilité, il faut en tirer les conséquences en fonction du résultat. C'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour vos questions et votre présence à cette conférence.